d'aborder, bien entendu, la réalité des pensionnats et de la commission Vérité et Réconciliation, et ensuite de traiter certains points. Alors, comme je vous le mentionnais à la pause, parce qu'on s'est parlé à la pause pour essayer de voir si jamais on a des difficultés avec M. Bouchard, si c'est possible, à la fin de la présentation de M. Kistabiche, la période de questions, ce sera une période de questions ouverte, donc on pourra permettre, si M. Bouchard est encore avec nous, qu'il pourra répondre à des questions ainsi que des questions pour vous, M. Kistabiche. Alors, je vous cède la parole. Les gens qui avaient déjà d'habitude, vous savez que vous pouvez épingler M. Kistabiche pour qu'il devienne la principale vidéo que vous avez sur votre ordinateur si vous voulez faire disparaître ma caméra. Donc, alors ça, c'est possible pour vous. Alex va tenter aussi de le faire pour l'ensemble des personnes. On écoute Richard. Richard, toi, je devrais rester, comme tu l'as demandé, je devrais rester là, comme ça je serai peut-être, ça paraîtra comme ça de ton seul auditeur, mais n'oublie pas. Il y en a quand même, il y en a presque 700 là, qui sont avec nous. Alors, je te cède la parole, mon cher Richard. C'est difficile de t'appeler autrement que Richard parce que tu es éminemment sympathique et on crée très, très, très rapidement des liens quand on te fréquente. Alors, comme Québécois, tu le sais, on est en tout cas très habitués. Voilà, je t'écoute, on t'écoute. Je voulais faire l'image du gelé. Non, c'est pas vrai. Ben, tu viens de disparaître, Serge. Là, je me parle à moi-même. Bon, OK, d'abord, je vais commencer ça comme ça. Mon nom est Richard Kistabiche. En fait, ce n'est pas mon nom, mais je suis connu comme ça. C'est comme les artistes qui changent leur nom. Moi, je n'ai pas choisi de changer mon nom. Durant les 6 premières années de ma vie, on m'a appelé Ejena Gouzi. C'est mon nom. On m'a toujours appelé comme ça pendant longtemps. Quand j'ai dit pendant longtemps, c'était durant les pensionnats et après le pensionnat. Quand j'ai rentré au pensionnat, là, les premiers temps, on m'appelait Richard Kistabiche. Je me suis toujours demandé, c'était qui ça, Richard Kistabiche? Ben, en fait, c'est mon nom de baptême, c'est mon nom qui m'a été donné quand j'ai rentré dans la société. Je suis venu au monde à l'hôpital à La Tuque. Et puis, mon père et ma mère se sont sauvés de l'hôpital à un moment donné à cause du train qui passait. Mon père était très inquiet que je sois venu au monde durant l'automne, au mois d'octobre. Puis, le gel allait commencer d'une journée à l'autre à l'endroit où on vivait, dans le bois. Alors, il a sorti ma mère en cachette 3 jours après ma naissance, mais malheureusement, il y avait un curé qui était en arrière de l'hôpital à minuit et quelques. C'est seulement que récemment, il n'y a pas tellement longtemps, je me suis demandé qu'est-ce qu'un curé faisait là à minuit et quelques en arrière de l'hôpital. Avec tous les soupçons que j'avais, j'en ai confondu qui était là justement pour mal faire. Alors, pour nous laisser partir, ma mère puis mon père étaient très, très soumis dans ce temps-là. Il fallait qu'ils me baptisent. Ils se sont organisés pour me baptiser, puis ils m'ont appelé ma mère. Elle a dit comment qu'on va. Ma mère m'a dit on va l'appeler Richard, ça va être le nom de notre pilote qui va nous amener sur notre territoire au camp de trappe. Alors, c'est comme ça qu'on m'a baptisé Richard Kistabiche, mais je n'ai pas resté avec ce nom-là durant de nombreuses années. C'est seulement quand j'ai rentré au pensionnat que j'ai su que j'allais m'appeler Ejena Gouzi. C'était une des choses qu'on m'a enlevé en partant, ça, mon nom. Puis on a aussi enlevé toutes les autres choses. On a volé ma vie.
ma vie de jeunesse, durant les 10 ans que j'ai passés dans ce régime-là. Nous étions 200 enfants qui vivaient la même situation que moi. On était des personnes qui étaient complètement perdues. On ne comprenait plus la logique, on ne comprenait plus le pourquoi, on ne savait plus pourquoi. Tout ce qu'on se disait, c'est que c'était seulement temporaire. Nos parents vont revenir nous chercher très bientôt. Et c'était ma première nuit que je passais en dehors de chez moi, sans mes parents, sans mon père, sans ma tante, sans mon oncle. Mais en tout cas, c'est toute ma famille qui était là. Les grandes personnes étaient toutes des papas puis des mamans pour moi. Puis là, tout d'un coup, ça disparaît, ça, en un clin d'œil, comme ça. On a beaucoup souffert de ces moments de séparation-là parce que nous étions totalement dans l'inconnu. On était dans le non-savoir. Et le non-savoir était devenu insupportable. Il était devenu une souffrance immense, une souffrance commune qu'on vivait ensemble parce qu'on se regardait puis on n'était même pas en mesure de se parler, tu sais, parce qu'on se comprenait pas, on savait rien, on savait plus quoi dire, on savait pas quoi dire, on savait pas exprimer cette souffrance psychologique qu'on avait. Et il fallait s'en rendre compte après une nuit que ça allait recommencer le lendemain, mais on avait toujours l'espoir que ça ne pouvait pas durer. Puis ça a été longtemps comme ça, jusqu'à temps que finalement on accepte cette fatalité, cette chose qui demeure incompréhensible là, dans nos têtes et qu'on avait beaucoup... tout le monde avait la tête ailleurs que d'être dans le pensionnat, tu sais. Que d'être dans cette boîte-là. On pensait souvent à nos parents. Donc, on était souvent pris dans nos pensées dans lesquelles on voulait se retrouver à l'endroit où on était confortable, habituel et tout, mais on s'ennuyait terriblement. Et par notre absence du présent qu'on était avec les autorités, les nouveaux autorités de la place, on nous traitait d'une manière violente aussi de ne plus penser à ça, puis d'écouter les directives, en tout cas de comprendre ce qu'on nous disait de faire. Mais ça ne cliquait pas du tout. Il y a une grande majorité d'enfants qui ne comprenaient pas un traître mot français, moi en premier, mais il fallait essayer de deviner c'est quoi qu'il fallait qu'on fasse pour que ça marche, tu sais, pour que le gars, notre surveillant, soit, je sais pas, moins directive. On ne vivait pas ça, nous autres, dans notre milieu, des ordres là, ou des commandements. Là, tu sais, on n'avait pas ça avec nos parents. Ils nous disaient des fois de faire des choses, mais sans nécessairement que ce soit dans le moment précis. Là, tu sais. Mais on le faisait. On finissait par le faire quand même. Mais lui, c'était à coup
à coups de matraque, à coups de ceinture, à coups de cloche à la tête. On se faisait tirer les oreilles, on se faisait poigner le chignon du cou. On a été violentés physiquement pendant des journées, des semaines et des mois. Puis en même temps, il fallait apprendre le petit français qu'il fallait qu'on comprenne la langue. Puis à chaque fois qu'on s'exprimait dans notre langue, on mangeait un coup. Moi, j'ai vu des enfants là, en manger toute une quand ils osaient s'exprimer. Mais finalement, au bout de certains temps, tu finis par garder le silence. Tu finis par ne plus dire un crise de mots. Puis tu essaies de te rappeler à un moment donné des mots qui sont faciles à s'en rappeler, comme le mot pipi, puis caca, puis quand on arrivait à trouver comment on disait ça, je dis que le mot pipi était un soulagement maudit, tu sais. Et puis caca aussi était un grand mot soulagement. Plus tard, juste pour une parenthèse, on avait appris le mot en français, le mot mou. Quand c'est mou. Nous autres, on pâtait à rire quand on disait ça, quand c'était mou. Parce que mou, dans ma langue, ça veut dire la marde. À chaque fois qu'il disait le mot mou, on pâtait à rire, mais il fallait pas rire parce qu'on mangeait une claque. C'est lui qui osait rire quand on attendait le mot mou. On était crampés de rire. Puis en plus, on riait du gars ou de la fille qui venait de manger une volée sur la gueule à cause qu'il a dit qu'il comprenait le mot mou autrement. Anyways, ça n'a pas été drôle, ces grands moments-là, parce que ce sont des moments pénibles qu'on a vécu ensemble, hein, collectivement. Tu sais. C'est seulement que le soir, durant la nuit, une fois que les lumières ont été éteintes, qu'on pouvait parler à voix basse notre langue. Et c'est comme ça qu'on a su garder notre langue, probablement, là, par les nuits. On n'a pas dormi déjà à la nuit. Puis on a aussi appris l'Atikamekw, parce qu'il y avait des Atikamekw dans le pensionnat. Il y avait quelques cris aussi. Puis on pouvait apprendre ces mots-là entre nous autres durant la nuit. Des fois, on se faisait prendre. Puis ça a été encore une fois de la violence, mais de la violence extrême. Pour un enfant de 6 ans, 7 ans, essayez de vous imaginer que votre enfant de 6 ans et de 5 ans pouvait se faire battre d'une manière quotidienne avec une ceinture. Les dommages que ça fait dans le cerveau du petit. Tu finis par haïr tout le monde avec tout ça. Puis ne pas être en mesure d'apprendre le français, on était aussi punis de ne pas être en mesure de ne pas être capable de parler en français. Nous étions très slow, très lents. On n'était pas intelligents pour apprendre la langue. Un jour, ils ont fait une expérience sur nous dans laquelle je suis convaincu aujourd'hui de ça, c'est qu'ils nous ont empoisonnés dans la nourriture. Puis là, tout d'un coup, les 200 enfants qu'il y avait dans le pensionnat, de Saint-Marc-de-Figuerie, il y en a à Amos, nous étions tous malades. Toute la gang est tombée malade. Puis le seul moyen de guérir, c'était de parler et de dire des mots en français. Plus tu disais de mots en français, mieux tu sentais, moins tu étais malade. Évidemment, dans la gang qu'on était, il y en avait des résistants.
la résistance, la rébellion s'est manifestée à un moment donné dans ces pensionnats-là, dans ces conditions-là. Puis elle était d'une extrême violence des fois. On nous a appris à être violents. On nous a appris à avoir de la haine. On nous a appris à faire des choses, à mentir. On nous a appris à toutes sortes de choses qui étaient totalement le contraire de nos valeurs morales. Nous autres, on était toujours très honnêtes, on disait toujours la vérité. Mais non, ils nous forçaient à compter des menteries, à dire des mensonges. Puis quand tu finis par en avoir marre, écœuré de tout ça, tu te rebelles. Tu finis par perdre le nord, là, tu sais. Ça a passé proche moi-même avec quatre autres Indiens. Hein? Les Indiens, M. Bouchard, quatre autres Indiens. On a pris un des curés, là, il faisait mal à un petit, là. Ça n'avait pas de bon sens. Il s'était acharné sur lui. Finalement, on était tellement écœurés de le voir qu'on a sauté dessus. Puis on a commencé à le battre, à y donner des coups. Puis on était cinq personnes. Chacun, un par un, prenait ses pattes, l'autre prenait ses bras. Moi, j'ai pris son bras d'un côté, puis Albert un autre, Dominique un, puis Andrew l'autre, puis il y avait Michel qui a sauté sur lui, puis il a commencé à l'étouffer, le petit prêtre, là. Et puis, puis les autres ont collaboré, ils ont vu ça, ils ont décidé de participer aussi à ramener les lits pour qu'on puisse l'achever, ce curé-là, cette personne-là. Ça a été épouvantable, cette scène-là. Il a commencé à virer mauve, à virer bleu, la tête du gars, là, tu sais. On venait de vivre des moments intenses, extrêmement violents. Puis, par une circonstance quelconque, je ne sais pas, on a arrêté. On l'a laissé aller. Puis là, il est parti, puis nous autres, on s'est préparés après ça pour attendre la vengeance du curé. Mais finalement, cette vengeance-là n'est jamais venue. On nous a laissés tranquilles. Je ne sais pas c'est quoi qui est arrivé durant ce moment-là. Mais ça, c'était des choses absolument abominables qui nous est arrivées, ça. Tu sais, moi, ma mère ou mon père, quand ils ont su cette histoire-là, ils m'ont dit que je ne disais pas la vérité non plus, que j'avais exagéré peut-être un peu ma force ou mon courage ou je ne sais pas quoi, là, tu sais. Parce que c'est impossible que les représentants de Dieu puissent faire des choses de cette nature-là à des enfants. Pour eux autres, c'était ça. On ne fait jamais mal à un enfant, on ne bat jamais un enfant. Puis c'est ça qui retenait le plus. Et nous autres, on lui disait que c'est pas ça qui arrive. Tous les jours, on se faisait battre, mais ce n'était pas croyable. Alors nous étions laissés pour compte à ce moment-là. Et puis apprendre le français, ben ça c'était une autre façon de s'en sortir aussi, parce que ayant subi l'empoisonnement, on était mieux de commencer à se conformer, à se soumettre. Moi, c'est ça que j'ai fait. Je me suis soumis. Je suis devenu un très bon élève. J'ai appris le français d'une manière accélérée, là, sans nécessairement comprendre tous les mots qu'on disait. Là. Je disais ces mots-là des fois en lisant des livres. Je me suis mis à lire une fois que j'ai commencé à savoir écrire. Et
Moi, c'est la lettre E qui m'a donné la piqûre de savoir les autres lettres, puis de savoir la signification des lettres une fois les mettre en place. Ça a été assez difficile, ça, cet apprentissage-là, de, de, de mettre un E, A, U pour dire O, au lieu de prendre juste la lettre O. C'est quoi l'idée, là? Oui, il faut parler, c'est là qu'on avait dit la première fois, il faut parler inutilement pour dire des choses vraies. Bon, euh, ça a été, ça a été plaisant aussi, ces contradictions-là qu'on a, c'est la manière qu'on voyait, la manière qu'on comprenait la, la signification des lettres une fois mises en place. C'est comme un casse-tête, c'est la même chose. Et puis, il fallait aussi apprendre le concept, le concept de cette société-là dans laquelle on allait devenir. On allait devenir des pommes, rouges à l'extérieur, blancs dedans. Alors, toute cette, toute cette haine, il fallait qu'on se débarrasse de tout ce qui était négatif, qui était écrit, qu'on apprenait à l'école. On avait ce livre-là, Histoire du Canada. Je l'ai gardé depuis longtemps, puis de temps en temps, je me mets à fouiller dedans pour lire les choses que moi j'ai apprises sur ma culture, ma race, ma langue. Comment faire pour qu'un Indien puisse haïr sa race? C'est en écrivant des affaires épouvantablement faux pour les rendre dans un contexte dans lequel on donnait raison à celui qui domine. Puis nous autres, on était des soumis et puis il fallait qu'on disparaisse. On sortait du pensionnat avec toute cette merde-là qu'on nous a mis dans la tête. Puis il fallait se développer, il fallait être comme tout le monde, il fallait bien se comporter, il faut dire bonjour quand c'est pas le temps, puis il faut demander comment ça va quand ça va pas bien. Toutes ces maudites niaiseries-là qu'on a appris en sortant du pensionnat, qu'il fallait répéter ça. Je ne voyais pas du tout la nécessité pour moi de répéter toutes ces maudites cochonneries-là qu'on nous a enseignées. Tu sais. On était devenus des êtres humains qui n'étaient plus des Anishinaabe. Là. Mon père et ma mère, ils avaient énormément de difficultés à savoir c'est quoi que je suis devenu. Comment ça se fait que tu es devenu comme ça? Tiens, tu étais un bon garçon avant. Tu as toujours été un bon garçon. Puis là, comme ça, tu es devenu mauvais. Fait que quand tu es mauvais chez vous, ben, tu fais des choses mauvaises. Fait que tu n'arrêtes pas. Puis à un moment donné, ça fait une déprime individuelle. Puis ça devient une déprime familiale. Tu sais. Puis ça devient une dépression collective à un moment donné. On s'aimait toutes quand on faisait semblant, puis quand on était sous, on saillissait toute la haine, on se battait entre nous autres. Il n'y avait pas un mariage qui se passait sans qu'il y ait du sang. Tiens, pour célébrer un heureux événement, on se battait, nous autres. Ça, c'était épouvantable que de vivre comme ça. Puis bien, évidemment, quand la police arrivait dans le décor, bien là, tout le monde était coupable. Bien, on en mettait du monde en prison. Il était non seulement police, il était police, juge, geôlier, il faisait tout.
C'était ça le résultat du pensionnat. Le pensionnat, c'était le point final de la terminaison des Indiens. Le pensionnat était un instrument vraiment unique pour vraiment éliminer, tuer l'Indien, tuer la race, éliminer toute odeur politique. Il faut tuer toute l'odeur de l'Indien, tuer sa langue, la faire disparaître. On a, on a de la misère à dire le mot génocide, la société dominante. On a beaucoup de difficultés à utiliser ce mot-là dans notre cas, alors que ça en était vraiment un acte délibéré, messieurs, délibéré, mesdames, délibéré partout, dans tout. Quand tu subis des choses comme ça, là, tu finis par croire qu'il doit y avoir certainement un monde meilleur. Et à chaque fois qu'on voyait une lumière au bout du tunnel, ben, nous autres, on pensait, ça y est, l'espoir revient, mais non. C'est un train qui s'en vient. Défense de péché, défense de passe, défense d'aller sur le terrain. Hey, à chaque fois, c'était épouvantable. Bien sûr qu'il y a eu des moments qui sont arrivés qui étaient plus le fun. Mais comment tu te remets debout après avoir vécu un désastre aussi répétitif puis aussi longtemps pour nous faire disparaître? J'ai visité l'Holocauste de Montréal pour essayer d'en savoir un petit peu plus. Comment est-ce que ces gens-là ont fait? C'est épouvantable. Puis nous autres, on n'est quand même pas enfermés physiquement, là. On est quand même, on est quand même, on est quand même libre de choses, mais on est tellement confiné dans notre esprit, on a ghettoisé nos esprits. On a même essayé de contrôler nos âmes, de mettre quelque chose, de mettre le feu à nos âmes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tout le temps, je me dis que je suis un grand brûlé de l'âme moi-même, mais qui se guérit tranquillement, qui se remet en place. Pendant une vingtaine d'années, j'ai été à la Fondation de guérison afin d'élaborer des projets. Quand j'ai commencé à embarquer là-dedans, le gouvernement fédéral nous avait défendu d'utiliser la culture et la langue comme moyen de guérison. En 1998, c'est, comme dirais, on pourrait dire sacrément, ça n'a aucun bon sens d'avoir mis ça. Mais, tu vois, avec notre habitude de se soumettre, notre habitude d'obéir, j'ai voulu y aller là-dedans. Je vais essayer de faire quelque chose d'autre de différent d'abord. Je vais donner un coup, voir ce que ça va faire. Ça a fait un bon coup, pareil. C'est dans les circonstances, on en a sauvé peut-être quelques-uns. C'est sûr qu'on n'aurait pas pu sauver tout le monde, là, mais les mêmes problèmes restent quand même encore là. On n'a pas toutes les ressources pour se développer en tant qu'une société, là. On a perdu énormément de ce que nous avions pour nous développer. Tu sais, vivre ici en Abitibi pendant 9000 ans, il fallait qu'on soit intelligent en sacrement. Il fallait qu'on ait une science du savoir-faire. 500, ça vous a pris 500 ans pour tout détruire ce qu'on a maintenu pendant 9000 ans. Quand je pense à ça, là, c'est épouvantable. En si peu de temps, puis tout détruit. Puis on veut encore plus.
On veut en faire encore plus. Il faut que ça arrête à un moment donné, je pense. Là. Puis nous autres, on essaie d'éduquer notre monde. Depuis quelques années, j'ai avancé un petit peu plus dans la promotion de la langue et de la culture, ici en Abitibi. Et il n'y a pas de justice dans ce domaine-là. Il n'y a pas comment je dis, il n'y a pas de, comment qu'on appelle ça? On dirait qu'on ne veut pas changer d'attitude par rapport à tout ça. Tu sais, détruire une culture qui sort d'une... c'est comme essayer de faire pousser une fleur dans les terres contaminées de Tchernobyl. Tchernobyl. La terre contaminée par un désastre écologique. Allons essayer de faire pousser une fleur là-dedans. Ben moi, j'y crois qu'on peut arriver, mais ça prend des ressources pour le faire. Ça nous prend de la volonté pour le faire. Ça nous prend la confiance. Il faut être optimiste. Il faut... Là, je vais parler comme le curé là, les dimanches. Là, il faut garder espoir. Il faut toujours persévérer. Il faut toujours pardonner. J'arrive même pas à trouver ce mot-là, pardon, en Anishinaabe. Il y a bien des mots que j'essaie de trouver. Comment qu'on dit ça? Pardon, respect, tous ces mots-là. Puis je ne les trouve pas, ces mots-là. Je parle encore ma langue à travers tout ça. Mais ça, j'espère qu'il y a des Indiens qui écoutent pour qu'ils puissent rire un peu là, de ce que je viens de dire. Anyways, ben voilà. Puis la création de la commission de vérité et de réconciliation. Le mot important là-dedans, c'est le mot vérité. Depuis que je raconte des histoires, depuis que je remémore les histoires qu'on m'a contées jusqu'à l'âge de 6 ans, j'ai retrouvé beaucoup de mon estime de moi-même, de mon savoir qui me manquait pour être en équilibre. Et puis, quand on me dit « Hey Richard, tu viendrais-tu compter des légendes et des contes ce soir? » Je leur dis à ce moment-là, c'est pas des légendes, là, c'est pas des contes non plus, c'est la vérité. Je peux vous conter la vérité, comment on a été élevé, comment on a été... comment est-ce que notre mode de vie a si bien fonctionné dans ce territoire-là? Comment on a réussi à survivre pendant 9000 ans? Autonome, l'entière responsabilité de nos affaires. On a tout accompli nos responsabilités, toutes nos obligations, tous nos devoirs par rapport à tout ça. Ce sont les valeurs qui nous ont permis de rester en vie aujourd'hui. Et la commission de vérité a été une source importante de marquer l'histoire véridique de ce qu'on a vécu. On mentionne souvent dans cette commission-là les histoires vécues au pensionnat. La réconciliation va venir beaucoup plus tard, une fois qu'on va avoir connu, digéré, adapté et accepté. Pour faire tous ces 4 mouvements-là, il faut savoir écouter. Quand on dit écouter, ça ne veut pas dire écouter avec tes oreilles. Ça veut dire aussi écouter avec tes yeux. C'est dire écouter avec ton nez, écouter avec ton cœur, écouter avec ton âme. Ce sont des choses et des actions qu'on n'a pas apprises à l'école. Moi, je n'ai pas appris ça en tout cas. Pourtant, j'ai fait
J'ai une 12e année commerciale. J'ai fait le cégep du Vieux-Montréal dans le temps de la grève, donc j'ai rien appris. Et après ça, j'ai fait l'université ici en Abitibi-Témiscamingue pour avoir mon bac en administration. Je ne l'ai même pas réussi à terminer. Ça devenait inconcevable que d'apprendre de telles choses. Anyways, dans cette commission-là, elle est arrivée comme à point dans ma vie, en tout cas. J'ai travaillé avec cette commission-là. J'allais vraiment pousser à puisse s'accomplir aussi. On a eu un faux départ au tout début parce que on n'avait pas une attitude, on avait une mauvaise attitude par rapport à tout ça. Parce qu'on avait encore de la colère, on avait encore de la haine qui restait, malgré les 20 années qu'on a eues de la Fondation de guérison. On n'arrivait pas encore à avoir une certaine équité à travers le pays concernant la guérison. Il y avait encore beaucoup de communautés qui n'avaient pas été, qui n'avaient pas eu accès à des subventions de notre organisme. Parce que quand même, 350 millions, là, tu sais, pour guérir toute une population qui a vécu un génocide complet et total de leur croyance, de leur culture. 350 millions, laissez-moi vous dire que c'est du pocket change quand on considère l'immense travail qu'on devait faire. Fait qu'avec le pocket change qu'on avait, ben on a essayé. J'ai essayé, mais c'était vraiment pas suffisant. Fait que j'ai décidé de continuer quand même après ça à m'impliquer au niveau de la culture et de la langue. C'est le fun, qu'est-ce qu'on fait actuellement. C'est petit, mais c'est beau, puis j'aime mieux que ce soit petit et beau que gros et laid. Alors, avec ça, ça va bien. Et on a suivi les recommandations. On prend certaines recommandations de la Commission de vérité pour avancer avec les autorités gouvernementaux. Mais ils ne sont pas tellement à l'écoute. Comme disait mon cher ami, là, l'écoute, là, tu sais, c'est pas fort chez vous, là, tu sais. Fait que, non seulement que ça prend de la volonté, mais je pense qu'avant d'arriver là, il va falloir qu'ils prennent le temps d'écouter. D'écouter comme il faut, d'écouter vraiment d'une manière là, qu'on n'apprend pas de cette façon-là dans la société ou dans les écoles. Il faut l'étendre. J'aime bien aller me faire des fois, me faire des conférences comme celle-là, mais aussi aller essayer de faire comprendre à certaines autorités. Dans la commission de Viens qui vient de s'éteindre, on dirait que la société en général, la tradition qui existe dans les institutions et les commissions, c'est de s'excuser, tu sais. Ben moi, j'en ai marre de ces excuses-là. Ça n'apporte absolument rien à ma famille. Ça n'amène pas un iota de confort de ces excuses-là, qui valent absolument rien. C'est la seule chose qui est à faire, c'est de s'excuser. Ça coûte pas cher. Moi, je dis des fois à ceux qui s'excusent, money talks. Money talks. Mettez-vous ça dans la tête, là, money talks. Quand on voit ici à Val-d'Or, là, ils ont fait une grande déclaration qu'il n'y aurait plus de discrimination, puis que les affaires, on va être à l'écoute. Puis moi, j'avais une suggestion une fois, M. le maire ici. Son nom est M. Pierre Corbeil. Si vous voulez lui donner un coup de fil, ce serait intéressant.
Je dis, dans votre administration, là, vous devriez, les Indiens, là, que ce soit les Cris ou les Algonquins, mais tous les Indiens qui passent par ici, là, on ne devrait jamais payer nos stationnements en ville. Hein? Ça serait une façon de reconnaître que c'est notre territoire ancestral. Tu sais. C'est pas cher, ça. 15 piastres que ça coûte un ticket. Puis quand tu le payes pas, ça coûte 40 piastres. Sacrement, moi, j'ai payé ça une couple de fois, 40 piastres, parce que j'avais pas de 25 cents dans mes poches. Tu sais, quand tu es pauvre et que tu n'as pas accès au travail, il faut que tu aies de l'argent pour aller en ville. Mais on dirait qu'il y a eu une certaine différence ici à Val-d'Or par rapport aux Indiens. Tu sais. Avec les Cris qui ont signé une convention, qui ont eu 200 millions en partant, là, tu sais. Les Indiens sont riches. Fait que les Indiens qui sont riches, c'est ceux qui parlent anglais. C'est pas ceux qui parlent français. Alors, 2 fois par année, on me parle uniquement en anglais. C'est bizarre, hein? Durant les tournois, quand la ville est envahie par les Cris, quand il y a un tournoi de hockey, de baseball, puis ces affaires-là, on nous parle en anglais. En dehors du temps, tantôt, on va essayer de nous parler en français, mais jamais d'une manière générale. Lorsqu'il y a eu l'année internationale des langues autochtones au Québec, l'année internationale, je veux dire, on avait envoyé des choses à toutes les municipalités pour qu'ils puissent ajouter un autre mot au lieu de dire « Hi, hello, hi, bonjour » à Montréal. Comment on dit ça, donc? « Hi, quelque chose ». Nous autres, on ajouterait « Hi, bonjour, quoi ». « Hi, bonjour, quoi ». Ça serait une autre façon de reconnaître notre présence. Puis à chaque fois que moi, je suis un petit peu plus, des fois, comment je dirais, allumé des fois, quand je dis, oubliez pas là, que vous marchez sur ma terre, que vous nous avez volé. Si jamais tu reviens, Serge, viens en Abitibi, il faut que tu penses que tu roules sur nos terres. Hein? C'est important de se mettre ça dans la tête, dans ce contexte-là. Tout le monde qui vient ici devrait faire ça. Devrait penser à ça. Oui, ça, c'est le territoire Anishinaabe. Ça appartenait à toutes nous autres, ça, ces affaires-là. On l'a entretenu d'une manière tellement efficace, tellement propre, que c'était notre façon de vous souhaiter la bienvenue. C'était de le rendre impeccablement beau, sans qu'il y ait aucune espèce de dérangement dans le décor paysager. L'eau était propre. On pouvait boire n'importe où dans une rivière ou dans un lac. Il n'y avait aucun virus qui pouvait arriver là. Tout était clean. Tout était beau. Je suis fatigué des fois de parler de ces affaires-là parce que c'est tellement évident pour moi maintenant. Je pense que c'est un peu le temps et l'âge qui m'ont rendu comme ça aussi. À force de m'éduquer, de lire, puis de me plugger sur l'Internet, ça a fini par me rendre un petit peu plus clair, mais il y a encore des moments de colère qui se soulèvent en dedans de moi à cause de tout ce qu'on a perdu. J'ai fait un rassemblement l'année passée à Kipawa, au Témiscamingue, en l'honneur de célébration de la langue, l'année internationale des langues autochtones. On a célébré la langue Anishinaabe à Kipawek. Kipawek, c'est une communauté qui ne parle plus leur langue. Mais on l'a amené, toutes les Anishinaabe qui parlent leur langue, on les a amenés dans cette communauté-là. Pendant 2 jours, on a parlé uniquement notre langue.
On en a fait des affaires, des histoires. On a ri pendant 2 jours. Nous avons été heureux pendant 2 jours. Juste un rassemblement sur la langue. Puis les gouvernements ont été très, très, très difficiles à leur faire comprendre qu'on avait besoin d'argent pour pouvoir le faire. Ça. On en a eu, mais vraiment un tout petit nombre seulement. C'est ce qu'on demande le plus, c'est des ressources dans la situation dans laquelle on est. Mais encore faut-il qu'on comprenne la situation dans laquelle nous sommes. L'explication que mon ami Serge vient de nous faire est une bonne explication. Elle est la réalité de ce qu'on est. Elle est ce que nous sommes. Elle est ce qu'on veut devenir. Mais pour y arriver à vraiment mettre notre fondation à revenir sur ces territoires-là, ça nous prend des ressources financières, ça nous prend aussi un partage des revenus qui se passe sur le territoire, ça nous prend aussi nécessairement de l'aide par rapport à ça. On n'y arrivera pas tout seul. On n'y arrivera pas tout seul. On va y arriver seulement que si on a de l'aide. On a besoin des personnes ressources. On a besoin des Serge Bouchard multipliés par 300. On a besoin de Sylvie qui vient de décider. On en a besoin de ces personnes-là. On a tous besoin des personnes. On a besoin de médecins aussi. On a des maladies chez nous qui n'ont aucun bon sens. Le diabète, par exemple, ça n'a pas de bon sens. Sans compter les détresses psychologiques qu'on a dans nos communautés. Tu sais, ça n'a aucun espèce de bon sens. Des situations qui n'ont pas d'allure, qui n'ont pas de bon sens, qu'on puisse voir ça encore en l'an 2020. Ça me fâche, ça me soulève. Ça soulève beaucoup de colère en dedans de moi. Il ne faut pas que j'y pense à ces affaires-là parce que je vais devenir extrêmement trop violent peut-être à un moment donné. Je vais devenir... je n'arriverai plus à écouter à cause de ça. Mais, moi à ça. Voilà. J'ai-tu oublié quelque chose? Des petites anecdotes peut-être? Ça vous tenterait-tu? Oui? Tu sais, encore aujourd'hui, la société, la population aussi, par effet, par la bande au coin, développe des mythes sur nous autres. Hein? Puis ces mythes-là servent à nous faire disparaître plus que d'autres choses. L'autre jour, j'ai été manger avant le confinement dans un restaurant, puis à un moment donné, il y a un vieux monsieur qui est venu me trouver, il dit vous autres, les Indiens, là, vous êtes des bons nageurs, hein? C'est un petit mythe, ça, un sauvage qui nage bien. S'il savait que la majorité des Indiens ont peur de l'eau, et s'il était plus connaissant, il ne dirait pas ça. J'ai répondu, la nage, nous autres, on laisse ça aux poissons. Ils sont meilleurs. Ils sont meilleurs nageurs que nous autres. Puis on a peur de l'eau, nous autres. Je dis, voyons donc, ça se peut pas. Vous êtes des Indiens, vous vivez la nature. C'est un stéréotype. Puis, les noms qu'on nous appelle. Au début, c'était des Indiens. J'ai une belle histoire pour les Indiens, mais elle va être trop longue à compter à cause du temps que j'ai. Mais on nous appelait les Indiens à un moment donné. Mais aussi, le mot indien a disparu puis est devenu sauvage. Puis après ça, on a retourné aux Indiens. Puis après ça, on est allé à Amérindien. Pourquoi que c'est pas devenu populaire? Serge, écoute ça. Amérindien. On n'a jamais resté amer. C'est pour ça que ça n'a pas fonctionné. Autochtone.
Ah, ça, là, c'est un mot que je me suis engagé à le faire disparaître. Ça, là, c'est un mot qui explique l'ignorance. L'ignorance de tous les 53 Premières Nations qu'on a. Les 53 Premières Nations, ce sont des autochtones. Je n'en veux pas de ce mot-là. On voudrait commencer renverser la tendance. En Abitibi, Témiscamingue, Outaouais, c'est des Anishinaabe. Quand je m'en vais en Europe et que je débarque à Paris, j'ai fait confiance que c'est des Français qui demeurent là. C'est pas des Blancs, c'est des Français. Puis je m'en vais à Rome. Ils sont encore Blancs, mais ce sont des Italiens parce qu'ils ont une langue différente. Je reprends l'avion, je m'en vais en Angleterre. Ils sont Blancs, mais non, ce sont des Anglais. Tu t'en vas en Espagne, ils sont Blancs, mais c'est des Espagnols. Alors, refaisons la map au pays. Refaisons la map, sans parler qu'il y a des Indiens là-dedans, là, mais qu'il y a des Anishinaabe ici, qu'il y a des Inuits là, qu'il y a des Atikamekw là, qu'il y a des Cris là, qu'il y a des Ojibwe là, qu'il y a des Dakota là, mais pas des Autochtones. Puis surtout pas non plus des Premières Nations. C'est long ce que je veux faire. Ça va prendre un marathon de plusieurs générations pour y arriver, mais je veux le faire quand même. Je veux donner le signal de départ aujourd'hui que tout le monde, nous autres, nous sommes des Anishinaabe. Fuck les Autochtones. Retournez chez vous. Et puis, c'est ça. Quand on dit le mot indien, là, au début, je pensais que c'était une erreur. Je vais te conter quelque chose qui m'est arrivé à un moment donné là-dessus. Ça fait partie de mon histoire de Christophe Colomb. Euh, quand Christophe est venu ici, là, il y a eu toutes sortes de merde qui s'est passée pour ce projet-là. C'est comme quand on a voulu envoyer des hommes sur la Lune. Il y a eu de la merde en Christ. Qui va aller là en premier? Tout. Tu sais, les filles qui ont fait les mathématiques là, pour que ça puisse se rendre là, tu sais. C'était bon, ça. Mais pour résumer toute mon histoire, là, je pensais que c'était les Espagnols qui étaient arrivés ici en premier. C'est vrai, peut-être que ce sont les Espagnols qui sont arrivés en premier, mais il y a eu aussi les Vikings qui disent, là, certains logs, ils disent ça, là. Moi, le mot indien, c'est que quand j'ai commencé à savoir d'où venait la langue française, d'où vient la langue espagnole, la langue italienne, vous avez tous une mère. Puis c'était le latin. Fait que j'ai commencé à checker ça, une histoire de même, là, que les gars qui sont arrivés ici en tout premier, là, c'était des personnes qui n'ont jamais vu autre chose que leur pays. Donc, ils étaient des simples citoyens qui sont arrivés parce qu'ils risquaient leur vie, parce que s'ils allaient avec Christophe, ils allaient tomber au bout de la mer qui tombe dans le vide. Mais ils ont rencontré des Indiens, ils ont vécu du monde, puis ils sont revenus. Puis c'est là que Christophe a été interpellé dans le mixage des mots, parce qu'il voulait décrire un peu ce qu'ils avaient vu là-bas. Puis on a vu des Indiens qui disaient, mais c'était comme la route de l'Inde. Mais il y en a d'autres qui ont dit, non, 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 non. C'était pas dans ma langue, mais je suis pas capable de le dire dans ma langue. Mais je vais vous le dire dans notre langue de notre mère. Il dit, Los in Dios. Los, c'est les, in, c'est les enfants, Dios, c'est Dieu. Les enfants de Dieu. Ce que j'aime ça.
Puis quand je fais l'histoire de Christophe Colomb, que je commence à compter un peu partout, là, j'adore ça. Les enfants de Dieu. Donc, nous étions parfaits. Nous étions parfaits. Puis quand j'entends le monde dire que la perfection n'existe pas, ben ils sont dans une erreur épouvantable. Ils ont juste à nous regarder. Bon, c'est assez pour le moment. Je vais vous revenir demain à même heure. Merveilleux. Écoute, Richard, merci beaucoup. Il y a plusieurs personnes qui ont signalé, qui te remercient pour ce témoignage-là. Plusieurs ont même accepté ton invitation. Quand on va se promener au Québec maintenant, ben ça ne sera plus la même chose. J'irai chez les Anishinaabe quand je roulerai sur ton territoire. Et je prends la résolution d'apprendre toutes les nations canadiennes d'ici un an, si tu peux me permettre, parce qu'il va falloir que je me retravaille le cerveau pas mal fort pour apprendre tout ça. Alors, écoute, merci. Je pense que ce témoignage-là a permis à plusieurs personnes d'entendre, d'écouter. C'est une invitation à écouter cette réalité-là. Je pense qu'il y a des petits messages, mais comme l'important maintenant, c'est d'aller écouter d'aller entendre d'autres personnes, quelles sont les questions. Puis, M. Bouchard, il y a aussi est-ce qu'on est capable de raccrocher M. Bouchard à ça, comme ça, les questions pourraient se promener d'un conférencier à l'autre? Alors, on va essayer de voir ça. C'est le Oui. petit côté technique, là. Donc, Serge Bouchard est en train de parler, que ça Oui. m'indique. Donc, Il est peut-être là, qu'on là. va réussir. Tu le vois, toi? Oui, oui. Est-ce que vous m'entendez? On vous Je entend vous très entends bien. bien. Bon, on vous entend. Richard, je voudrais. T'es un être exceptionnel et Ouais. extraordinaire. T'es très beau et parfait, bien sûr. Mais c'est des choses c'est fondamental ce que tu dis. Moi, j'ai exercé ça toute ma vie au Canada, en automobile. Puis tu sais que j'ai parcouru le Canada en automobile à plusieurs reprises et partout. Et j'ai toujours eu ce caractère important. Je roule sur quelle terre? Et c'est comme ça que j'ai appris toutes les Premières Nations du Canada. Et je vous souhaite bonne chance en Colombie-Britannique. Parce qu'il y en a, seulement en Colombie-Britannique, il y en a une trentaine. Une trentaine, et j'irai pas tout de suite. J'irai pas tout de suite. Alors, écoutez, si vous êtes d'accord, on va aller voir Marie-Ève et Mathilde pour la lecture de questions, histoire de nous mettre en rapport avec les 656 personnes qui nous écoutent. Marie-Ève. Donc, rebonjour, Mathilde et moi, on a fait l'effort de sélectionner des questions qui vont s'adresser principalement aux deux conférenciers en même temps. Donc, plusieurs questions. Merci à toutes et à tous pour vos questions. On va y aller directement avec M. Stomboli, qui nous a écrit pendant la conférence de M. Bouchard ce matin, qui nous dit, bon, selon vous, comment expliquez-vous que malgré plusieurs commissions, dont la dernière commission vérité et un espace médiatique occupé par les différents projets d'exploitation et de ressources. Donc, que malgré un espace médiatique, le Canada n'arrive pas à dépasser le mur d'ignorance qui a été soulevé par M. Bouchard ce matin. Ben, c'est certain que c'est mystérieux, cette résistance, mais il y a un mur là, qui est là et c'est le courage politique qui n'est pas là. C'est la vision politique. J'en ai un peu parlé. Il n'y a jamais eu de parti politique, d'hommes politiques ou de femmes politiques ou de mouvements politiques au Canada pour réaliser tout ce qu'on est en train de dire, ce que Richard Kistabiche mentionnait, c'est-à-dire créer des pays des Premières Nations avec leur identité, des ressources économiques, de l'argent et du temps aussi. Beaucoup de temps. Ce n'est pas demain matin comme ça, avec un claquement de doigts, qu'il va y avoir un Parlement amérindien, oui, qu'il va y avoir une nouvelle structure politique canadienne. Et puis, il y a le fait que, écoutez, il y a une partie de la population qui n'aime pas les Indiens, qui sont préjugés à l'égard des Indiens, qui pensent qu'ils sont trop riches,
qu'ils sont sur le bien-être social, qu'ils coûtent très cher, etc. Il y a beaucoup de mauvaiseté, de méchanceté qui traînent encore dans la population. Ça s'appelle les préjugés. Ça prendrait donc un mouvement politique et du courage politique. Et ça prendrait aussi l'émergence de graves politiciennes et politiciens parmi les Autochtones. Et nous avons tous besoin d'aide là, pour créer ce nouveau monde qui va prendre du temps. Alors, il faut de l'espoir. C'est un monde à construire. Richard, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Il faudrait enseigner l'écoute. Il le faut. C'est l'essence même de la compréhension. Ça. Il faut savoir écouter, pas seulement qu'avec ses oreilles. Il y a tout ton cerveau, tes yeux, ton nez, et ton cœur et ton âme. C'est pas... ce sont des rituels que nous avons développés, nous autres, au cours des 1000 ans à écouter. On a écouté tout le monde. Quand je dis tout le monde, je parle de tous les animaux, de tous les arbres, de l'eau. Il y a tellement d'histoires avec les arbres, avec les animaux, des choses qui sont essentielles pour avoir un équilibre émotif, cognitif, spirituel, intellectuel avec tout ça. Ça ne peut que s'améliorer si on apprenait ça. Merci. Marie-Ève, c'est à toi. Je vous résume la pensée de certaines personnes. Là, je vous le résume en une question, messieurs. Est-ce que vous croyez que la justice transitionnelle soit suffisante pour juger les cas que vous considérez ou qui ont été nommés comme étant des génocides culturels? Est-ce qu'il y a d'autres formes de recours qui devraient être utilisées? Je ne sais pas qui... Je ne sais pas qui veut se lancer dans la réponse. Je vais laisser aller Richard. Richard, vas-y. C'est sûr qu'il y a d'autres manières de le faire. J'avais fait 4 recommandations à la commission Vient sur la façon de procéder. Moi, je suis beaucoup plus en faveur, comme je me dis, moi, beau et petit que gros il est. OK? C'est beaucoup mieux de le faire de cette manière-là. À la commission scolaire de l'Or et des Bois ici, pendant des années, cette commission scolaire-là a abusé des fonds fédéraux qui nous étaient destinés à nous. Ils nous faisaient passer pour des arriérés mentaux, des arriérés, des incapacités intellectuelles. Je vais vous donner juste la façon de procéder avec des chiffres ronds. Là. La commission scolaire lors des Bois recevait 1 000 $ par Indien qui fréquentait la commission scolaire. 1 000 $. Quand il y avait un élève qui avait de la difficulté à apprendre ou à comprendre les directives du professeur, il en faisait une étude quelconque, une étude bidon dans laquelle il est classé déficient intellectuel. Alors, pour le garder à la commission scolaire de Val-d'Or, il facturait 4 000 $ pour cet élève-là. À un moment donné, 95% des élèves qui fréquentaient les commissions scolaires, ils étaient tous des intellectuels manqués, si tu veux. Fait qu'ils chargeaient 4 000 $ par élève. Ça faisait des petites sommes d'argent, ça, qui devaient normalement servir aux Indiens, mais ça en est servi autrement. Ça s'est passé pendant 30 ans, cette chose-là. Une des recommandations que j'avais faites à la commission scolaire, à la commission Vient, c'était
de revoir les livres des commissions scolaires qui ont là, de calculer le montant d'argent qu'ils ont utilisé pour d'autres choses, puis de nous les remettre pour qu'on puisse se développer et faire d'autres choses aussi, mais servir aussi cet argent-là pour éduquer les gens. Parce que le travail qu'il y a à faire avec les années qui s'en viennent, il faut éduquer nécessairement aussi la population en général. Je pense que ça va être le seul moyen d'y arriver à un moment donné pour qu'on puisse se défaire des préjugés qu'on a envers les Indiens. Les élèves qui sont là. Moi, j'ai fait une expérience avec mes enfants ici à Val-d'Or. Et puis, c'est toujours la même situation qui se prévaut. Jusqu'en l'an 98, c'était encore comme ça. Les affaires indiennes payaient 4 fois plus pour mes enfants qui allaient à l'école parce qu'ils étaient classés déficients intellectuels. Alors, qu'en pensez-vous de tout ça? Puis, nécessairement, il y a d'autres institutions qui pourraient embarquer dans le redressement de la situation. On a juste à penser à l'économie. C'est des tribunes. La Chambre de commerce ici à Val-d'Or est totalement ignorante des Indiens, seulement que 2 jours par année quand les cris sont en ville. À part de ça, rien d'autre. Les autres institutions qu'il y a aussi, il y a les hosties d'église qui nous ont abusés tellement longtemps. Le pape est assis sur un trône en or, puis ils ont des milliards de dollars, eux autres, qui peuvent y aller. Mais ça fonctionne pas, ça, cette patente-là. On a assez... Aujourd'hui, j'ai négocié avec les Oblats il n'y a pas tellement longtemps. Mais c'était une petite gang de crosseurs, ça, eux autres, encore. Là. Ils nous cachent, ils nous mentent, ils rient de nous autres quand on s'assied avec eux autres. Ils n'ont pas changé d'un iota depuis l'an 1000. Ça a toujours gardé la même crise de philosophie puis la même attitude. Et ils sont des hosties de menteurs, des crosseurs puis des violeurs. Il y en a de ça. Puis les autres affaires, il y a la justice avec ses multibranches, la police. À Val-d'Or encore aujourd'hui, je te parle de la fin de semaine, là, tu sais, il y a encore de la violence envers les Indiens dans les ruelles. Il y en a encore. Les policiers passent là, puis t'as du sang, c'est pas grave. Là, une femme qui a tout le front coupé ici, plein de sang. Il rentre dans une place au coin de la rue, en lumière, la police passe. Qu'est-ce que t'es arrivé à un petit accident? Puis il passe, puis il fait rien. C'est mon fils, il se promène en ville, lui, encore, là, tu sais. Puis il voit tout ça, là, tu sais. C'est ma caméra de nuit, ça. Puis ça se passe encore, alors. Il n'y a rien qui a changé depuis ce temps-là. Les femmes vont continuer de disparaître. Serge aussi va ajouter quelque chose sur ce point-là. On va... Je veux dire, tout ce que Richard est en train d'énumérer très précisément, ça nous indique une chose très importante qu'on ne se dit pas assez. On pense qu'on est en 2020, qu'on est moderno-moderne, qu'on n'a plus de préjugés, qu'on est des gentils, que tout le monde est fin, qu'on a découvert tout. Mais la vérité, c'est que sur la planète, mais ici au Canada, le racisme pur est encore vivant. Quand vous dites un policier va passer puis il va voir un Indien qui a un problème ou une Indienne qui a un problème, puis je souligne que notre Richard utilise le mot indien à tour de bras et je le félicite parce que j'ai bien compris son explication sur les enfants de Dieu. Je vous dirais que c'est du racisme, mais c'est pas un racisme, c'est un racisme qui est systémique, qui est intérieur, c'est pas grave quand c'est une Indienne, c'est pas grave.
Et puis, c'est des démons qui sont encore dans la société qu'on doit combattre. L'autre point, et là, je vais aller vite, Richard a raison. Bon, là, on parle d'éducation, que les Indiens puissent s'éduquer, puissent avancer. Ça prend de l'argent et cet argent, il faut aller le chercher au bon endroit. Ça s'appelle le partage des ressources dans les pays. Au pays des Anishinaabe. Et Richard l'a défini, là, c'est l'Abitibi, c'est le Témiscamingue, c'est l'Outaouais, le Pontiac. Il y a de l'argent qui sort des mines, du bois. C'est scandaleux qu'on ne donne pas une portion significative des profits des compagnies forestières aux communautés, aux Premières Nations. Les mines doivent de l'argent aux Premières Nations. Tout le monde en doit dans ces pays. Et si c'était le cas, ils auraient des sommes importantes. Et des sommes importantes, c'est des sommes importantes. Vous vous souviendrez qu'au Canada, récemment, le premier ministre Martin, qui est un premier ministre très sensible et pro-indien, le premier ministre Martin, avait dit aux accords de Kelowna qu'on allait mettre, le fédéral allait mettre des milliards dans l'éducation et que ces milliards allaient être gérés par les Premières Nations pour l'éducation des enfants. Mais savez-vous que M. Harper est arrivé, M. Martin est parti, le prochain premier ministre est arrivé, conservateur, M. Harper à l'époque. Son premier geste politique, ça a été d'abolir les accords de Kelowna. Autrement dit, c'est enrageant sur le plan politique. Voilà. On va aller à une autre question. En fait, il y a quelqu'un ici qui veut pousser la question en disant est-ce que saisir la Cour pénale internationale pour accuser les dirigeants qui ont mis en place les pensionnats, voire même les réserves, ce ne serait-il pas un bon coup de pied au derrière aux gouvernements provinciaux et fédéraux pour faire bouger les choses? Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose sur ce sujet, messieurs. Ben moi, je dirais que le côté international, ça a été un allié extraordinaire lorsque les Premières Nations du Canada en particulier, se sont présentées à l'international. Il n'y a pas juste les tribunaux, là, il y a toutes sortes d'instances internationales. Et ils ont toujours eu une bonne oreille. Je me rappelle des histoires que j'ai étudiées des Iroquois qui se présentaient à la Société des Nations. On était dans le début du 20e siècle. Et ils avaient une crédibilité extraordinaire. Alors, le levier international est très important. Je pense qu'il est en cours. Mais moi, je pense que ça pourrait être une démarche très intéressante que de poursuivre mais là, ce serait post-mortem, mais de poursuivre les responsables de la mise en place du monstre qu'est la loi sur les Indiens, les pensionnats, la loi sur les pensionnats, la loi sur la volonté de détruire et de faire disparaître les Indiens. Je voudrais vous dire que M. Duncan Campbell Scott, qui est à l'origine des pensionnats, qui est mort depuis longtemps maintenant, mais qui est un grand personnage canadien, hein, qui est un poète, qui a écrit, etc. Duncan Campbell Scott avait écrit cette phrase très précise. Soyez courageux, mes fonctionnaires, le jour viendra où il n'y aura plus un seul Indien au Canada. C'est très clair ce qui était cherché. Les pensionnats servaient à détruire la personne et à créer une nouvelle personne si possible. Mais ça, c'est des crimes, c'est criminel d'avoir fait ça. Est-ce qu'on peut juger aujourd'hui, tenir le gouvernement responsable? Je ne sais pas. Si j'étais un leader autochtone, si j'étais moi-même, je ne sais pas moi, Anishinaabe, peut-être que j'essaierais de convaincre mes confrères, mes consoeurs et mes confrères de faire une pareille démarche, peut-être. Mais je le ferais avec tout le monde, les 53 nations ensemble. Condamner le Canada pour cette période épouvantable dont on vit encore aujourd'hui des conséquences très, très, très dures. Est-ce que Richard Kistabiche rapporte sur Val-d'Or? Vous pouvez raconter la même chose sur La Tuque, qui est une autre petite ville forestière, c'est-à-dire une petite ville où il y a beaucoup d'Indiens à l'intérieur. Et vous pouvez raconter la même chose pour cette île.
Alors, vous avez des endroits comme ça où le développement se fait et il faut qu'on repense tout ça. Il faut que les Premières Nations aient les revenus. Voilà. On y va, Marie-Ève. Donc, autre type de question, on a Mme Karine Carouche ici qui nous demande bonjour messieurs, je travaille en réinsertion sociale. Quand nous accompagnons une personne des Premières Nations et pour qui les processus de guérison autochtone n'ont pas fonctionné ou ne peuvent pas s'appliquer, est-ce qu'on peut considérer la référence vers un psychologue? Donc, psychologue qui serait blanc sur la réalité des Autochtones. Est-ce que c'est une bonne chose, donc, de référer un psychologue pour aider les personnes à s'en sortir au niveau de la criminalité et de la dépendance? Merci et désolé pour cette longue question. J'ai moi-même consulté pendant un certain nombre d'années un psychiatre. Il a déboulonné un peu mes démons là, de la tête, puis il m'a reconstruit du mieux qu'il pouvait. Ça a pris quelques années, là. Imagine une tête comme la mienne, c'est pas évident à ouvrir ça. Ça peut pas nuire. Ça peut pas nuire, sauf que c'est un petit travail, ça, à faire. Les conséquences des drames et des traumatismes qu'on a eus, ils sont épouvantables, ils sont inimaginables, ils sont incommensurables. C'est tellement pénible. Je vois aujourd'hui, je suis confronté à tous les jours avec ce genre de situations-là dans lesquelles les personnes, en prime abord, n'ont pas l'air à souffrir. Mais quand on vient le temps de parler sérieux, des affaires sérieuses, ça commence à se compliquer. Ça se manifeste au fur et à mesure qu'on avance dans la conversation. Et puis là, à un moment donné, ça décroche. Ça fait comme... Il faut savoir mesurer la dose d'intervention que tu veux faire par rapport à tout ça. J'ai entrepris un travail comme ça à Gutisaguig au début des années 80. Ça a été... j'ai resté là pendant 20 ans. J'étais plus un interprète culturel en santé mentale durant cette période-là. Puis je sais comment elles fonctionnent, ces approches-là de psychologues, puis de psychiatres, puis de travailleurs sociaux. C'est un peu ardu de par leur connaissance très limitée, puis par les techniques qu'ils apprennent à l'école pour intervenir. Parce que c'est pas les mêmes concepts dans lesquels ils embarquent. C'est un autre concept dans lequel les personnes sortent de là, puis les autres y arrivent, puis ça fait un mur entre les deux. Il faut éduquer et l'intervenant et l'Indien dans quoi il s'embarque. Pour ça, ça prend des personnes qui comprennent les deux systèmes, comment ça fonctionne. Puis de temps en temps, il faut être, pour le psychologue ou pour le docteur et pour les travailleurs sociaux, il faut qu'ils soient humbles. Il faut qu'ils admettent qu'ils ne connaissent rien. Puis ça, c'est pas facile. Ils ont des connaissances pour le rétablissement de certaines choses selon les normes et les valeurs morales de cette société dominante. Mais ils ne connaissent absolument rien d'où est-ce que cet individu-là, cet Indien-là sort. Alors, il faut expliquer ce concept-là des Indiens par rapport aux autres, comment qu'on s'ajuste. Un des exemples que je demande souvent à des intervenants, c'est de me calculer la superficie totale d'un carré, quelle serait la grandeur de la superficie d'un cercle pour que tout rentre en même temps, pour que la superficie du carré puisse rentrer dans la superficie du cercle. Qu'est-ce que ça prendrait comme mesure pour que les deux puissent fitter dedans? Il y en a encore qui calculent. Ah oui, il y en a du monde qui font le calcul. C'est un exercice, le fun, c'est tellement simple. Mais c'est pas compliqué non plus d'essayer de faire ça. On me donne toutes sortes de formules que je pose ces questions-là. Il y en a des formules qui existent, là, mais ils ne matchent pas, ils n'y arrivent pas. Alors,
Alors, c'est ça, c'est ça le constat que la majorité de ces élèves-là font. J'en ai une petite nièce il a eu 99% en mathématiques. J'y ai posé cette question-là, tu sais. Puis encore aujourd'hui, elle travaille sur cette formule-là. Il y a une formule qui existe, mais elle fit pas, ça ne fit pas à 100%. Il y a 0,01% qui ne fit pas. C'est ça la différence. Il faut être différent. Quand on va à l'école, il y a du monde là, que je vois, ils sont à l'université, puis ils sont découragés, ils sont écœurés. Puis ils disent « Ah, je vais lâcher ». Fait que moi, je leur dis « Si tu lâches, tu es pareil comme eux autres. Pour être indien aujourd'hui, il faut travailler 2 fois plus fort. Il faut que tu apprennes comment fonctionnent eux autres, puis il faut que tu puisses savoir qui tu es, puis le maintenir, cette différence-là. Ça fait qu'on nous exige d'être parfait. Merci. Marielle? Oui. Donc, messieurs, il y a une question qui nous provient de M. Bélanger qui voudrait savoir comment les chefs des communautés réagissent et agissent-ils? Donc, réagissent et agissent-ils par rapport aux situations des femmes disparues? Oh, quelle question à poser. J'ai de la difficulté avec ces titres-là, de ceux qui occupent ces titres-là de chef et de grands chefs par rapport à ce genre de situation-là. Ils le savent qu'ils ont disparu. Ils le savent dans quelles circonstances ils ont disparu. Tu sais. Puis, ils sont totalement, comment je dirais, donc, un peu à la remorque de la théorie de la dominance, de ce qu'on a appris, de la dominance mâle, du dominé-dominant. On a vécu ça, on vit ça, et ça devient nos nouvelles valeurs, si tu veux, ou notre nouvelle théorie. Quand on commence à spécifier vraiment les différences qu'il y a entre femmes et hommes, on n'arrive pas dans notre culture à faire cette différence-là. Tu sais, le pouvoir féminin puis le pouvoir masculin, ça ne colle pas parce que c'est une forme d'égalité, ça, qui arrive. Dans les moments où j'ai voyagé avec mes parents avant le pensionnat, tout le monde avait une responsabilité, un devoir, puis une obligation à faire. Qu'il soit homme ou femme, ça n'avait pas aucune espèce d'importance. Puis quand on parle dans notre langue, on n'arrive pas à faire la distinction entre elle ou il. Moi, aujourd'hui, je ne fais pas encore cette différence-là. Je peux parler d'un homme en il ou je parle d'une femme en il. Ça fait que là, dans la société, dans l'évolution collective dans laquelle on est placé depuis nombre d'années, tu sais, pour dire ça fait minimum 50 ans, 100 ans qu'on est en réserve, là. Il y en a d'autres qui ça fait plus longtemps. Cette mentalité-là de dominer-dominant, ça a pris sa forme, ça a pris sa place dans l'exécution, dans les relations qu'on a. OK? C'est comme ça que ça s'est passé. Ça a été renforcé encore plus par la religion. Je lisais l'autre jour un texte d'un missionnaire à Kitizagig qui disait que l'homme, il était à la confesse, il disait « Moi, ma femme, il ne m'écoute plus. » La femme, monsieur le curé, a dit « C'est normal que tu puisses lui donner une petite claque de temps en temps. » Fait que tranquillement, pas vite, cette petite claque-là, elle est devenue une espèce de norme qui est arrivée. Ça l'a remplacé un peu les valeurs qu'on avait dans nos âmes, dans nos cœurs et dans notre tête. Je ne dis pas que ça s'est répandu à 100% comme ça, mais c'est le mode de fonctionnement qu'il est comme ça.
c'est un état d'âme qui n'arrive pas à percer, à renverser. Même les femmes chefs ont la même tendance. Moi, j'ai trois femmes chefs ici dans la région, puis ils agissent comme s'ils étaient des hommes. Ça me désole, mais en même temps, c'est comme ça que la patente s'est installée. C'est comme ça que ça s'est fait. Alors, comment je commente un peu la situation ou la manière des chefs là-dessus, c'est qu'ils sont pas sécurisés. Ils ne sont pas assez sûrs d'eux-mêmes pour qu'ils puissent vraiment dénoncer ces affaires-là avec vigueur. Voilà. Monsieur Bouchard voulait ajouter, oui. Oui, tout à fait. Je voudrais compléter ce que Richard dit. Oui. Ça va dans ce sens-là. Il ne faut pas oublier une chose. C'est que dans un processus de colonisation qui dure depuis 1876, les conseils de bande sont des créations du ministère des Affaires indiennes. Ce n'est pas une structure politique traditionnelle des Premières Nations, pas du tout. Les chefs des bandes, les chefs sont des créations du ministère des Affaires indiennes. Et ça fait depuis 1876 que ça dure. Donc, avec les conseils de bande, les bandes et les chefs, avec les chefs, ils ont détruit la vie politique des Premières Nations, l'authentique pouvoir politique des Premières Nations. Vous savez qu'en 1920, 25, 30, le ministère des Affaires indiennes interdisait toute réunion politique entre les réserves. Toute communication entre les réserves indiennes était interdite. On a isolé les chefs, on a isolé les conseillers qui sont devenus des bras éloignés du ministère des Affaires indiennes. Alors, on ne peut pas demander aux chefs aujourd'hui d'être de grands politiciens puis de grandes politiciennes. Et ça, c'est un problème que le milieu des Premières Nations va devoir régler dans le temps. Et comme dit Richard, les chefs n'osent pas. Ils n'osent rien. Mais quand ils osent, et Dieu sait qu'il y en a qui osent, là, qui réussissent, et ça va beaucoup mieux dans les communautés quand les chefs, hommes ou femmes, décident de ne pas être aux ordres des affaires indiennes. Mais c'est une catastrophe, hein, la création des conseils de bande et des chefs de bande. Je ne l'avais pas mentionné dans ma conférence, mais oui. Voilà. C'est dit. Marie-Ève, s'il te plaît. Madame Bugnon vous pose la question, connaît-on les méthodes de règlement des conflits des populations autochtones avant l'arrivée des Européens? Ont-elles pu perdurer sous une forme ou une autre? Exercent-elles une influence aujourd'hui? Richard, non. Je veux dire, dans l'histoire, si on retourne dans l'histoire, dans les sociétés traditionnelles, les populations des Premières Nations étaient comme toutes les populations du monde, c'est-à-dire ils étaient en collaboration, ils étaient aussi en guerre. Il y a beaucoup de guerres. Les Anishinabés, le peuple de Richard, il n'y avait pas de très, très bonne relation avec les Iroquois. Mais là, on parle de l'ancien temps. Là. Et puis, donc, c'était des gens normaux. Richard a beau dire qu'il était parfait, là, mais moi, je pense que c'était des gens normaux, mais qui avaient leur façon leur diplomatie, leur façon de parler, leur façon de faire la paix, leur façon de faire la guerre. Vous savez, ils étaient des petits peuples, hein, mais des immenses territoires, des richesses inouïes. Les phrases de Richard sont tout à fait justes. Ils avaient gardé depuis des milliers d'années ce jardin. Ils l'avaient gardé intact, propre, en respect avec les animaux, en respect avec les arbres. Aujourd'hui, les modernos citadins que nous sommes, excités, déprimés, on fait des dépressions nerveuses, on vit dans des villes, etc. Puis là, on s'en va embrasser des arbres. Bon, ben là, embrasser un arbre, l'arbre, il est surpris aujourd'hui parce que c'est difficile, toute cette question-là, de reconnaître la complexité, la totalité, l'exhaustivité des cultures traditionnelles. C'était des gens extrêmement compétents.
en politique et tout ça. Puis il y avait des guerres, puis il y avait des chicanes, puis ça se réglait, puis ça évoluait au moment de l'arrivée des Européens. Mais la relation avec les Européens était une relation totalement différente, puisque les Européens arrivaient pour les éradiquer. Et ça, c'est différent. C'est difficile d'avoir une conversation à égal quand l'autre est en train de te tirer une balle, là, de fusil, notamment. Alors, non, il n'y a rien à dire de plus. Des conseils, il y avait des conseils de paix, il y avait des conseils de guerre, il y avait une vie qui cheminait. Il y avait une géopolitique, en fait, qui cheminait. D'ailleurs, géopolitique, on a totalement oublié aujourd'hui. Plus personne ne se rappelle de rien. Et je mets au défi n'importe qui. Vous l'avez dit, M. Charbonneau, vous voulez apprendre vos Premières Nations du Canada. Vous pourriez compléter en apprenant les Premières Nations des États-Unis. Bien entendu. Là, ça va vous faire tout un cours à suivre. Mais c'est ça. Alors, c'est ça la réponse. C'était les Premières Nations, c'était des gens tout à fait normaux, mais qui étaient souverains dans un petit paradis. Quelques personnes ont posé des questions concernant les publications qui pourraient être intéressantes. Quelques personnes ont posé des questions, pardon, je répète, concernant des livres ou des publications qui seraient intéressantes à prendre connaissance sur la culture autochtone, sur les différentes nations. Donc, est-ce que vous avez des suggestions particulières? Ce qu'on pourrait demander, c'est à nos deux conférenciers de nous fournir une bibliographie qu'on y remette sur le site. Peut-être qu'on pourrait rendre disponible aussi en la publiant à tous les gens qui sont inscrits parce qu'on a accès au courriel. Alors, si vous étiez d'accord avec ça, mais peut-être que vous avez un ouvrage à mentionner chacun avant de nous suggérer d'autres bouquins. Je ne sais pas si Richard a un ouvrage préféré. Moi, je ne peux pas rien dire. Je serais de mauvaise foi. Je vous donnerais mes livres. Voilà. C'est ça. Fait que je ne ferai pas, bien sûr. Puis de toute façon, ce qu'il faut dire surtout, c'est qu'il y a énormément de livres et de publications sur les Indiens d'Amérique. Ça a toujours été des livres. Depuis le 19e siècle, on n'arrête pas d'écrire. Je ne sais pas pourquoi. Puis il y a de très, très bons livres là-dedans. Pourquoi personne ne les lit? Pourquoi personne ne les apprend? Je ne sais pas. Mais il y a beaucoup de livres. Puis votre suggestion, M. Charbonneau, est tout à fait judicieuse. On ne peut pas commencer à les dire ici. Il faudrait se faire une liste. Ouais. C'est bon. Donc, on va vous solliciter pour avoir une liste qu'on rendra publique à tout le monde. Marie-Ève, une autre question? Oui, je vous garderai 2 dernières questions si vous êtes d'accord, messieurs. Je Parfait. crois que Serge, si je ne me trompe pas, on termine à midi pour la période de questions. Oui, on termine à midi, oui. Donc, 2 questions. La première, messieurs, plusieurs fois, on a dit qu'il n'y avait pas de justice à travers vos propos. Donc, M. Richard, vous avez parlé, M. Kistabiche, vous avez parlé d'impunité. Je voudrais connaître, je vais m'adresser directement à vous, votre sentiment aujourd'hui face aux auteurs des violences, descendants d'auteurs ou auteurs institutionnels. Donc, la question, c'est est-ce que ça serait le pardon, la prison? Quel juste milieu pour continuer à vivre ensemble? Je vais juste vous conter une petite histoire comme réponse. Il y avait un homme et une femme avec 2 enfants. Ils vivaient, ils vivaient dans le bois. Okay? Mais ils étaient comme dans un espace de... Il y avait à peu près une vingtaine de familles alentour d'eux autres. Un jour, l'homme, il avait pris un coup, puis il a battu sa femme. Puis il est allé en prison. Il a eu 2 ans pour voie de fait sur sa femme. Évidemment, il n'a jamais retourné après ça avec cette femme-là. Un jour, j'ai vu ce gars-là marcher, puis on s'est rencontrés, puis je le voyais qu'il venait de sortir de prison. J'ai demandé, tu penses-tu que 2 ans, ça donne justice à la victime, à ta femme, là, d'avoir passé 2 ans? Il m'a répondu, j'ai jamais pensé à ça. Il faut réfléchir. Je le rencontre 2 jours plus tard. Il m'a dit, non,
c'est vraiment passé 2 ans pour l'avoir battu puis l'avoir magané comme ça. Puis alors, c'est quoi tu suggères pour que ça puisse être au minimum compenser ça? Fait qu'il dit, je vais aller le voir demain, là, ma femme, là, puis pour me faire pardonner, là, je vais lui dire, je vais lui proposer que dorénavant, je vais faire son bois de chauffage pour l'hiver. Ça, il prend à peu près 20 cordes de bois par hiver pour le faire. OK. Fait que là, il est allé. Puis sa femme, il était bien d'accord. Il dit, je suis d'accord. Fait que la femme, elle dit, mais c'est moi qui décide quand tu vas arrêter. Ça, c'est la femme qui dit ça. Fait que là, le gars, il fait le premier, c'est 20 cordes, tu sais. Puis, il a fait sa deuxième année, un autre 20 cordes. Ben, maudit, il a fait ça pendant 15 ans. 20 cordes de bois pendant 15 ans. Quand la dernière bûche est arrivée, la madame est allée le voir. Puis, il lui a dit, c'est fini. Je pense que tu as assez payé pour ce que tu m'as fait souffrir. Je voulais juste que tu saches que à chaque coup de hache que tu faisais dans le tronc d'arbre, ce sont les coups que j'ai mangés. C'était l'équivalent. Voilà. Voilà. Merci. Dernière question. Oui. Parlez-nous de la jeune génération. Est-elle message d'espoir? Oups. C'est par Madame Racine, Laurine Racine. Ben, moi, je dis oui. Il y a de l'espoir là-dedans. Parce qu'on voit apparaître de temps en temps des fleurs dans un terre tellement aride qui poussent comme ça. Ils ne sont pas nombreux à s'exprimer d'une beauté comme ça. Ils sont très, très rares. Puis il ne faut jamais oublier l'histoire des écrevisses dans notre contexte, dans la communauté. L'histoire des écrevisses est une belle histoire pour comprendre ce qui arrive quand il y a des fleurs qui poussent ici à gauche, tu sais, pour la musique, pour la danse, pour une danse, pour quelque chose. Il y a des belles démonstrations, des bonnes couturières aussi. Il y a beaucoup de choses comme ça qui ressortent à un moment donné. Mais l'histoire des écrevisses vient déranger tout ça. C'est à cause de ça, des fois, que ça fait le déprime. Vous la connaissez, l'histoire des écrevisses? Non? Oh, non. Ça se peut-tu? C'est un Indien qui s'en va avec son copain blanc. Il s'en va à la pêche aux écrevisses. Ils ramassent toutes les deux les écrevisses, ils mettent ça dans leur chaudière. Puis, au retour sur le chemin, ils transportaient chacun les chaudières pleines d'écrevisses. L'Indien, il remarque que le blanc, lui, là, il n'avait pas de couvert sur sa chaudière. Puis il a dit, pourquoi tu ne mets pas de couvert dessus? Ben, je dis, moi, c'est comme ça que mes écrevisses fonctionnent. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, on n'a pas besoin de mettre de couvert dessus. L'Indien, il se vire de bord, le blanc, il se vire de bord, puis il remarque la chaudière de l'Indien. Puis dessus, la chaudière de l'Indien, il y avait un couvert. Fait que le blanc, il pose la question à l'Indien. Il dit, ben, pourquoi tu mets un couvert sur la chaudière? L'Indien a répondu, moi, j'ai ramassé seulement les écrevisses indiens. À chaque fois qu'il y en a un qui essaie de sortir de la chaudière, les autres le ramènent direct en bas. Ah oui, bien sûr. Ben oui. Oui, allez-y. Je veux compléter. Oui. je vais y aller en finale, parce que je sais que ça va se terminer. Évidemment, la situation aussi dépend des nations.
On n'a pas arrêté depuis ce matin de parler que ce sont des nations autonomes et chaque nation est particulière, chaque nation a son histoire. Je vais faire rire mon ami Richard Kistabiche en lui disant que moi, je suis, pour vrai, là, j'ai été consacré un vieux Innu par les Inuits. Ma dernière visite chez les Inuits, c'était très sérieux. Je suis resté bête. C'était à Mingan, Equanichit Mingan, une communauté de la Côte-Nord. Et ils m'ont reçu, puis là, ils m'ont fait asseoir une table, puis c'est la table des aînés, des Tchénoites. Alors, les aînés. Puis là, je suis vieux, puis les autres, ils étaient pleins de vieux. Tous les vieux de la communauté étaient là. On a mangé du vieux manger, là, des manger pour vieux. Et la communauté des Quanichit est devenue mon deuxième pays. C'est mon deuxième pays. Bon, on s'entend, je fais partie de ça. Cette communauté est et elle en particulier, d'une vivacité extraordinaire sur le plan de la jeunesse et des jeunes artistes. Les jeunes Inuits actuellement éclatent dans la chanson. Alors, on connaît Cashtin, on connaît Florent Volant, mais des Florent Volant, il y en a des dizaines, des douzaines. Au pied carré, le talent est extraordinaire chez les Inuits. Il y a des comédiennes, il y a des écrivaines, il y a des poètes. Je le fais au féminin parce que c'est vrai que c'est beaucoup féminin, mais des gens font du cinéma. Les gens circulent aujourd'hui, les Inuits, on parle des Inuits, ils sont à Montréal, ils vont à Québec, ils vont dans le milieu culturel, dans le milieu économique, et la communauté elle-même a explosé sur le plan économique. Donc, oui, il s'agit d'ouvrir les clôtures, de laisser s'exprimer. Comme dit Richard, je pense que c'est ça qui est la dominante de la matinée, apprendre à écouter et à laisser respirer, redonner ça. Du côté des Premières Nations, les écrevisses, ça, c'est la condition. Ça, c'est une histoire qui est le colonialisme à travers le monde. C'est international. Tout le monde est comme ça. Mais ça, il faut que ça finisse. Il faut que les crevisses sortent, se mettent à chanter et se mettent à faire de la politique. Et sachez que faire de la politique, c'est faire du trouble. Le métier de politicien, c'est de créer des problèmes. Alors, il faut des chefs, femmes, hommes, qui fassent du trouble positivement, bien sûr, pour sortir de la chaudière. Et puis, alors, moi, je pense que oui, le processus est engagé. Ce n'est plus, on ne reviendra plus jamais en arrière. Et puis, c'est comme n'importe quel peuple, c'est la jeunesse qui va refaire le monde. C'est aussi simple que ça. Et ça prendra le temps que ça prendra, mais la jeunesse va refaire le monde. Et ce sera une autre jeunesse qui va continuer. Et c'est plein d'espoir de ce côté-là. Messieurs, merci énormément. C'était vraiment d'une très, 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 très grande richesse. Je suis convaincu que tout le monde qui est à la maison prend ses mains comme ça, puis ils sont tous en train de vous applaudir, de vous remercier. Témoignages, lectures, pensées même, en tout cas. Donc, c'était excessivement riche. Il va m'appartenir, non pas nécessairement de faire une conclusion, parce que, oh là là, la tâche est un petit peu assez gigantesque dans mon esprit. Mais si vous me permettez, pour tenter d'amener les choses sur des dimensions qui sont plus propres à notre réseau Justice réparatrice et médiation, bien entendu, quand on parle des questions autochtones, puis on parle de colonialisme, il y a quand même des liens à faire. Il y a des liens à faire avec ce que tente de faire la justice réparatrice ou la médiation, dans ce sens que la justice réparatrice, c'est se veut une réponse supplémentaire à ce que la justice qu'on dit traditionnelle. Et là, on est dans la confusion la plus totale, parce que qu'est-ce que la justice traditionnelle? C'est très difficile à établir. Hein? Qu'est-ce qu'était la justice des nations qui étaient là avant? C'est encore excessivement difficile, puis c'est très varié. Mais la justice réparatrice est peut-être venue faire quelque chose. Elle est venue mettre la parole des victimes au premier plan.
Donc, ce qu'on constatait, c'est que l'appareil de justice traditionnel ne permettait pas aux victimes d'exprimer ce qu'elles ont véritablement vécu. Donc, c'est peut-être un système imparfait, un peu sourd à l'égard de ce que... Et ça devenait finalement une offense à l'égard de la reine. Le lien à faire, et c'est un peu difficile de le faire avec la justice transitionnelle, c'est que, en fait, ceux qui sont au banc des accusés dans la justice traditionnelle, c'est les gens qui sont normalement les gens qui ont le pouvoir. Alors que dans la justice traditionnelle, ce n'est pas les gens qui sont au pouvoir qui doivent faire face à la justice, c'est des citoyens ordinaires. Justice transitionnelle, on parle de phénomènes qui ont été, ou des groupes entiers, des nations, des ethnies même, ont été touchés, alors que quand on parle de notre justice, c'est une justice microscopique qui s'adresse à des personnes et la plupart du temps qui cherche à diviser les choses comme ça. Donc, en justice réparatrice, on peut bien entendu faire des liens parce que les liens, je les reprendrai tout de suite. Je pense que quand M. Kistabiche mentionne, on entend souvent parler de réconciliation, de pardon, d'excuses, de guérison. Bien, c'est des thèmes qu'on entend en justice transitionnelle, de même qu'en justice réparatrice, mais est-ce que ce sont les véritables attendent que les personnes qui sont auteurs d'infractions ou victimes d'actes criminels s'attendent de cette réponse-là? En fait, là où on vous rejoint, c'est toute la question de l'écoute. Et s'il y a colonialisme, il y a aussi colonialisme de la part des personnes qui prennent en charge des dossiers. Donc, quand on parle d'écoute, une des choses, et on peut peut-être vous faire cette promesse, M. Kistabiche, c'est-à-dire le monde de la justice réparatrice semble de plus en plus inscrit dans une tentative de créer des espaces où les gens peuvent se parler et s'écouter et où on peut être patient. J'ajouterais le mot patient à tout ça. Donc, pour écouter les gens, il faut être patient. Il ne faut pas nécessairement arriver et dire j'ai 1 heure à vous consacrer, j'ai 15 minutes à vous consacrer. C'est connaître quelqu'un, c'est vraiment se transporter dans son monde. Alors, je pense que vous avez mis ça, et quand vous avez parlé d'humilité et de ne rien connaître de la personne, bien, vous avez là encore 2 caractéristiques. L'humilité, c'est cette posture de transparence et d'authenticité qui est de plus en plus privilégiée chez les intervenants. Et l'autre, de ne rien connaître, c'est de cette posture où on n'est plus expert de la situation. Les gens sont experts de l'expérience. Puis on doit entendre qu'est-ce que les gens ont véritablement vécu. Alors, ça reste des principes, je dirais peut-être des valeurs éthiques, déontologiques, qui animent de plus en plus le milieu de la justice réparatrice. Et il y a quand même donc ces ponts, il y a des ponts qui sont en lien avec la justice réparatrice et la justice transitionnelle. Sauf qu'en justice réparatrice, on est dans des événements ou dans le traitement des événements qui sont actifs. C'est une forme de réaction sociale. La justice réparatrice, c'est encore une réaction sociale à des comportements déviants. Ça a pris beaucoup de temps avant qu'on reconnaisse la colonisation et tout ce qu'on a fait à travers les pensionnats. C'est beaucoup plus automatique que l'accusation d'une personne, la poursuite contre cette personne-là, et finalement, dans le traitement, de voir quels sont l'ensemble des conséquences. Alors, donc, dans la justice réparatrice, il y a des choses assez simples. On a l'auteur. Et on peut l'identifier, puis on peut le traiter comme le principal responsable. Quand on parle de la situation des Premières Nations, il y a un ensemble de personnes qui sont responsables. Il n'y a pas simplement les gouvernements, il n'y a pas simplement les premiers ministres, il y a aussi des institutions religieuses en nombre qui étaient dans ces choses-là. Il y a des institutions publiques, il y a des compagnies. Alors, je pense que la situation est quand même assez complexe. Bien que, une chose que je veux prendre, c'est pour la justice réparatrice, il n'y a pas de simple situation. Toutes les situations qu'on doit traiter sont des situations compliquées. Mais ça donne quand même lieu à ces programmes de justice réparatrice, à des activités assez concrètes, reconnues, et qui là, des fois, on prétend que ça s'inspire des méthodes
des Premières Nations. Toute cette idée de cercle de paix, de réunion autour avec bâton de parole. Il y a beaucoup de rites qui sont créés par des Blancs qui, d'une certaine manière, sont par mimétisme, parce que ça fait une forme de mimétisme des communautés et des premières communautés dans le traitement. Bien que moi, personnellement, je sois assez froid à l'égard de ces choses-là, parce que je n'ai pas l'impression que ma réalité, un petit gars de Ville-la-Salle, un petit Ville-la-Salle, qui a aussi entendu parler des Indiens puis des sauvages et ces choses-là, je ne suis pas certain qu'ils m'aient énormément influencé, si ce n'est qu'ils m'ont peut-être influencé dans des modèles qui ont peut-être. Il y a peut-être des empreintes. Je suis un peu d'accord avec le documentaire qui existait sur les empreintes et les modèles de collaboration, de discussion et ces choses-là qui sont peut-être demeurées chez nous. Mais en termes clairs, quand on parle de justice réparatrice, on parle surtout de conférences, de cercles et de médiation. Donc, c'est tous des espaces où le dialogue existe. Le dialogue est favorisé. Mais en plus, quand on favorise des dialogues, quand on respecte les personnes, quand les personnes ont un espace, ce qu'on constate, c'est que les infracteurs sont plus sensibles à ce qu'ils ont fait. Ils réalisent davantage ce qu'ils ont fait. Et ça, il y a même des études pour le démontrer. Alors, c'est aussi simple que ça. Une personne qui entend parler par la victime directe de ce qu'il a fait, la plupart, c'est souvent une première fois pour lui et c'est une première fois pour réaliser l'ensemble des conséquences de son comportement. Et selon toute vraisemblance, bien, cette conscientisation-là, ça réduit la possibilité ou la probabilité qu'il répète ces comportements-là quand il est là. Alors, il y a du monde qui aime parler de récidive. Alors, les études sur la récidive montrent effectivement, mais c'est mieux de parler de l'impact de ces discussions, de ces dialogues. Ce sont des impacts qui sont nombreux et qui semblent démontrer finalement qu'on a beaucoup plus de succès, en somme, beaucoup plus de succès quand on associe des réponses que je dirais compréhensives et humaines, qui sont des réponses de réadaptation psychologisantes et de formation. Quand on associe des réponses comme ça à des réponses de justice réparatrice, on a beaucoup plus d'impact sur les comportements que lorsque, je suis désolé de l'affirmer ainsi, mais qu'on a recours à des peines privatives de liberté, en tout cas de courtes peines de privatives de liberté, qui, selon toute vraisemblance, et ce qui est un peu avancé un peu partout, ont peu d'impact sur le comportement des gens. Mais où on s'inspire de vous, puis où on commence à sentir des choses, puis on va certainement beaucoup parler de justice transitionnelle dans un avenir assez rapproché. Parce que dans le monde de la justice réparatrice, ce qui reste à faire dans le monde, c'est immense. C'est immense. Ce qui reste à faire pour finalement compenser tous les torts qui ont été faits à des communautés, tout le colonialisme, on le voit que c'est immense. Mais en matière de victimes d'actes criminels, de victimes d'institutions et autres, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et l'idée est qu'il faut développer de plus en plus des espaces où on peut dialoguer, discuter des dimensions de victimisation, de la réalité comme telle, et d'avoir la patience et l'écoute pour que tout le monde puisse s'exprimer. Et j'en ai il y a un nouveau projet et ça commence, même en matière civile, les forces armées canadiennes sont à mettre sur pied et c'est des victimes d'agressions sexuelles à l'armée puisque c'était une culture qui était dominante et une culture, on peut appeler une culture de viol ou une culture d'agression sexuelle qui existait quand les femmes sont arrivées à l'armée canadienne, si bien que le gouvernement canadien a reconnu ça, les forces armées canadiennes ont reconnu, il y a eu des compensations financières, sauf que les femmes victimes ont demandé que soit mis en place un programme qu'on dit de justice réparatrice pour permettre à ces femmes-là de rencontrer des responsables. Et c'est encore là un peu semblable à la Commission Vérité et Réconciliation. Donc, des responsables de ces institutions, de l'armée canadienne, pour discuter avec ces femmes et les entendre toutes, si elles le veulent, par rapport aux réalités de leur agression, des choses comme ça. Donc, on voit des initiatives qui
que j'appellerais des nouvelles formes, peut-être hybrides, entre justice transitionnelle et justice réparatrice, ou des institutions. Comme ça existe dans la ville de Mexico aussi, de plus en plus, il y a des choses, des projets comme ça, où les droits de l'homme, quand on est lésé et qu'il y a une institution qui a abusé en vertu d'une revendication de la défense des droits de l'homme, il y a des mises en place de mécanismes de dialogue et de cette nature-là. Alors, je terminerai, puis on verra de toute façon si on repart sur la discussion. S'il y a de l'espoir, il y en a beaucoup d'espoir, mais il y a certainement des choses qui vont se produire. Et si on pense à la pandémie actuelle, il est évident que les institutions, autant les CHSLD, que les gouvernements, nos gouvernements ou nos responsables devront mettre en place des espaces, je n'appellerais pas simplement des espaces de parole ou des espaces de paix, mais des espaces où les gens pourront témoigner de la perte et des douleurs liées à la perte, et qu'il y aura aussi des espaces pour établir, si c'est possible, des responsabilités à l'égard de la situation. Donc, on en parle de plus en plus. J'avais comme intention de discuter de ça, mais je vois depuis 3 jours dans les journaux, on parle de plus en plus de poursuites. On entend qu'il va y avoir beaucoup de poursuites civiles pour les pertes vécues, mais je donne déjà mon opinion. Ces poursuites doivent absolument s'accompagner d'un espace où les personnes qui ont perdu des proches pourraient s'exprimer et finalement, donner toute la réalité, ce que M. Kistabish a appelé la vérité, toute la vérité liée à ces situations où même des personnes qui sont âgées et qui sont dans des CHSLD sont des pertes énormes pour des gens qui les ont perdus. Alors, voilà un peu le lien que je voulais faire entre justice traditionnelle et justice réparatrice et médiation. Bien entendu, demain, on va poursuivre la discussion. Il y a d'autres personnes qui vont nous amener toujours dans le même giron. Mais pour l'essentiel, voilà ce que je voulais vous dire dans les liens que nous faisons entre le colonialisme, les modes de gestion des conséquences du colonialisme, puisque c'est de ça dont il s'agit, et les modes de justice réparatrice et le mode de gestion finalement de toutes les conséquences liées à des infractions criminelles, mais aussi au manque de, si vous voulez, de responsabilité ou de prise en charge de certaines populations dans notre société. Alors, voilà, si vous avez des commentaires, messieurs, comme vous êtes encore là, vous êtes bienvenus. S'il y a des questions, on peut en prendre quelques-unes. Sinon, je vais vous inviter tous et toutes qui le veulent bien à nous rejoindre demain matin à 8h30. Donc, demain matin à 8h30, il y a une conférence de la professeure Catherine Rossi, qui est suivie ensuite de Richard Pierre pour le Centre Yvon Mercier et de Mayana Bidegain avec un documentaire sur sa propre expérience personnelle. Merci énormément. Merci à tous. Il y a une question, je ne sais pas, est-ce que Marie-Ève, on va voir les questions ou en fait, je peux vous informer, il y a beaucoup de commentaires très positifs pour vous trois. Okay. En français, en italien, mais il n'y a pas de questions directes pour vous. Ben, c'est bon. Écoutez, c'est merveilleux. Alors, à demain, à une prochaine. Et encore, merci énormément à M. Kistabish et à M. Bouchard. Franchement, c'était très, très, très riche comme témoignage et comme analyse. Merci. Au revoir. Au revoir.